c'est un système de solidarité intergénérationnelle. D'accord ? Aujourd'hui, on cotise pour les anciens qui sont en retraite en ce moment. D'accord ? C'est le but de la solidarité intergénérationnelle. Je ne vais pas parler des régimes spéciaux, ils existent. Effectivement, on a le régime général et on a tout un tas de régimes spéciaux. D'accord ? Donc on a parlé du RSI, de la MSA et de tous les autres régimes spéciaux, il y en a une trentaine. Alors, je ne vais pas m'amuser à tous les détailler. Mais on a tous le même principe de contributivité, c'est-à-dire qu'on va tous cotiser à notre régime retraite pour ensuite recevoir quand on est à la retraite. Juste pour bien comprendre ce que veut faire Macron, on va partir de ce qui est fait aujourd'hui. Donc aujourd'hui, je vous l'ai dit, c'est de la cotisation. Donc, on cotise en fonction de son salaire. Il est plus ou moins élevé, on va cotiser plus ou moins. On travaille longtemps, on va cotiser longtemps. Quand on arrive en retraite, pour bénéficier de sa retraite, la CARSAT, la caisse de retraite, va regarder toutes les cotisations qu'on a faites pour en connaître déjà d'une part le montant. Alors, on va supposer déjà, quand j'arrive en retraite, que j'ai mon nombre de trimestres et que j'ai le bon âge. D'accord ? Je vais mettre tout de suite ça de côté, mais évidemment, ce sont les deux conditions pour avoir une retraite à taux plein. D'accord ? Donc, j'ai fait tous mes trimestres, j'ai le bon âge, je pars en retraite. La CARSAT regarde mon salaire des 25 meilleures années, va reconstituer pour faire un salaire moyen, je vous passe les détails. Grosso modo, ça va nous donner un salaire mensuel moyen. C'est divisé par 2 puisque c'est 50% la liquidation de la pension. Et c'est ce que je vais percevoir. D'accord ? C'est le montant de ma pension. Évidemment, les 25 meilleures années, si c'était il y a 35 ans, ça va être ramené à 1 euro constant. C'est ça le taux de conversion, pour que ça corresponde au prix de la vie aujourd'hui, ce que j'ai cotisé à l'époque. Okay ? Donc, on avait tous, et absolument tous, le même calcul. Les fonctionnaires, c'est sur les 10 meilleures années. Bon, d'accord, très bien. Mais le calcul... Pardon ? 6 derniers mois. Sur les 6 derniers mois, pardon. 6 derniers mois. Oui. Et ils veulent passer dans les 10 dernières années. 6 derniers mois. Donc, mais sinon, peu importe, on a tous le même calcul qui est basé sur notre salaire moyen annuel auquel on applique notre taux. Et après, on en bénéficie de 50%. Si on n'avait pas tous nos trimestres, si on n'avait pas l'âge, si on n'avait pas tous nos trimestres, c'était dégressif. Et si on n'avait pas l'âge, c'était dégressif aussi. Pour ceux qui n'ont pas pu cotiser tout au long de leur vie ou qui ont eu des accidents dans la carrière, il y avait un système de protection qui était mis en œuvre pour lisser justement ces accidents de la vie, pour quand même nous permettre d'avoir une pension. Mais à la base, on partait tous avec une pension de notre régime général de retraite. À côté, comme ça ne suffit pas, le régime général, il y a la retraite complémentaire. Créée dans les années 70, créé bien plus tôt, mais obligatoire dans les années 70-74. Il y avait 2 systèmes de retraite complémentaire, un pour les cadres, il y avait la GIRC et l'ARCO, donc un pour les cadres et les autres, et l'autre pour les ouvriers et toutes les autres catégories socio-professionnelles. Et ces 2 régimes ont fusionné ensemble. En fait, longtemps ils ont été excédentaires et ils ont vécu sur leur épargne. Et là, ça y est, ils sont déficitaires, donc ils ont fusionné ensemble, et bientôt, je pense que... Je ne sais pas ce qu'ils vont devenir. Sincèrement, dans 2 ans, il n'y a plus de sous. Voilà, je vous le dis un peu brutalement, comme ça, mais c'est les perspectives, et c'est pour ça qu'ils fusionnent d'ailleurs maintenant, c'était pour essayer de gagner encore ces 2 années-là. Donc, régime général, régime de retraite complémentaire. Donc, quand je pars en retraite, je regardais mes salaires, mes trimestres et mon âge. Et je partais en retraite, j'avais ma pension. Ma pension, je l'avais toute ma vie, jusqu'à ce que je meure. Que je vive 5 ans ou que je vive 50 ans, on me filait autant de pognon et pendant mes 50 ans. Enfin, on peut vivre 50 ans. Jeanne Calment, ouais. Mais non, mais tu pars à 55, en fonction du régime. Oui, c'est vrai. Tu peux vivre plus longtemps en retraite. C'est ça. Ça augmente. Si tu es Nicolas Hulot et que tu pars à la retraite très vite, donc ça, c'était le principe. Ensuite, donc, Macron propose autre chose. Alors la CFDT avait proposé, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette histoire de régime par points.
Macron propose quelque chose qui part du régime par points, mais que je vais appeler, enfin moi je l'ai appelé, enfin c'est pas moi qui l'ai appelé, pardon, mais ce qu'on va appeler les comptes notionnels, d'accord? Enfin moi je sais pas s'il va changer son nom, mais pour moi ça s'appelle, ce que je vais expliquer en tout cas là tout de suite, c'est ce qu'il propose, c'est une retraite par compte notionnel. La retraite par compte notionnel, alors, c'est de dire que tu cotises toute ta vie, de salarié j'entends. Ça ne change pas. Ta capacité contributive, c'est la même. Ce qui change, c'est tout le reste du système. C'est-à-dire que je cotise, mais je ne cotise pas pour le vieux qui est en retraite en ce moment, je cotise pour moi demain. Ce que je vais cotiser va se transformer en points. Et quand j'aurai assez de points, je partirai en retraite. Et ça, c'est plutôt cool. Parce que on ne parle pas de trimestre et on ne parle pas d'âge. On aurait dû inventer ça. Sans déconner, on aurait dû inventer ça. Donc c'est-à-dire que je vais regarder mon nombre de points et je vais savoir quand est-ce que je peux décider de partir en retraite parce que je considère que j'ai assez pour partir en retraite. Et ça, c'est formidable. Évidemment, vous l'aurez compris, c'est peut-être le seul truc bien que j'ai trouvé à ce système. Il n'empêche qu'on aurait pu l'inventer. Évidemment, la première problématique, c'est la solidarité. Si je cotise pour moi, ça veut dire que tout est individuel. Chacun se démerde, chacun est responsable de sa carrière. Donc ça, c'est la casse de la solidarité intergénérationnelle. Ça suit la logique gouvernementale depuis quelques années et accélérée par Macron. Le deuxième effet qui se coule, c'est quand je prends ma retraite. Donc, j'ai un certain nombre de points. Je vais transformer ces points-là avec un taux de conversion pour que ça s'adapte à l'euro. Et je vais demander à bénéficier de ma pension. Mais, avant, je pouvais calculer. Je sais, c'était compliqué de calculer, mais le calcul existait. Et il était écrit noir sur blanc. C'était chiant, c'était un ordinateur qui le faisait, mais je pouvais savoir si vraiment je m'intéressais à la question. Là, demain, avec Macron, je prends ma retraite. Je ne peux pas savoir combien je vais toucher. C'est normal. Ça dépend du nombre de personnes qui vont partir de ma génération avec moi en retraite. Et plus on est nombreux, et moins on aura de thunes. Première chose. Deuxième chose, ça va dépendre aussi de l'espérance de vie de ma génération. L'espérance de vie, homme-femme, qui est en train de décliner, mais ça on le saura que plus tard. Donc en plus, c'est pas de la réalité. Et puis une espérance de vie, évidemment, c'est pas celle qui est en bonne santé. Hein. C'est l'espérance de vie selon l'INSEE. D'accord ? Donc ça va dépendre de l'espérance de vie. Et en plus, alors, a priori, aujourd'hui en tout cas, rien n'est prévu sur l'espérance de vie suivant les catégories socio-professionnelles. Non, même pas. Non, bah non, il n'en parle pas. Donc l'espérance de vie d'un ouvrier et d'un cadre, je crois que c'est plus 7 ans. Hein. C'est moins 7 plus 7 ans. Donc voilà. Et donc, le régime de pension, enfin ma pension, je ne pourrais pas savoir quand je l'aurai. Alors moi j'ai été un tout petit peu plus loin, évidemment le texte n'est pas... Enfin il n'y a pas de texte qui présente ça, c'est un recoupement d'informations entre le programme de Macron et ce qui a été annoncé. D'accord ? Et les recherches, parce qu'en fait, pour mettre en œuvre les lois ou des documents d'orientation ou des documents de cadrage, souvent ils font appel à par exemple à France Stratégie, c'est une boîte qui lui fait des expertises et qui rend des rapports et des rapports et des rapports et des rapports. Donc c'est le croisement de tous ces rapports avec la volonté de Macron que là j'analyse en fait. Et donc c'est cette histoire de compte notionnel. Moi j'allais un tout petit peu plus loin que le rapport, je me disais, mais si c'était vraiment des salopards, et je vois pas pourquoi ils se gêneraient, je pense, hein. Il y a un moment, on va regarder le nombre de points, on va regarder le nombre de personnes qui partent, l'espérance de vie de ma génération, etc., etc., puis on va me filer du pognon. Mais ça se trouve, je ne vais pas l'avoir à vie. Si c'est épuisé et qu'il n'y a plus de thunes, bah, ça se trouve, ils vont me faire retourner au boulot. Alors, là, on est hors, d'accord ? Là, je vais un petit peu plus loin que ce qui est proposé. Mais franchement, oui. Il y a une petite différence. Aujourd'hui, quand quelqu'un prend sa retraite, au cours de sa retraite, il peut toucher plus. La somme des retraites, normalement, est supérieure aux sommes des cotisations. C'est-à-dire qu'un salarié, quand tu as une retraite à 75%,
Si tu prends ta retraite, tu calcules ce que tu as par mois, tu n'as pas cotisé ça. Il y a un apport du collectif, du monde du travail au monde de retraite pour avoir un niveau de retraite qui est satisfaisant, qui permet de vivre dignement. C'est ça. La notion de notionnel va apporter le fait que le nombre de points que tu as cotisé, ça fait un montant d'euros. Et bien c'est ce montant-là, tu ne toucheras pas plus c'est ce montant-là qui va être redivisé entre ton espérance de vie. S'il calcule que en 2025, l'espérance de vie est de 25 ans, tu as cotisé pour tant de points, ils vont calculer juste sur le nombre de points que tu as cotisé et ils vont diviser par 25 ans. Mais s'il y a après il y a des baisses il manque de ressources, ils vont réactualiser ton taux et ça pourra baisser. Et donc tu pourras avoir ta pension qui baisse. Ça sera si l'espérance de vie augmente. Si tu vis trop longtemps, en fait, tu auras une diminution de ta pension par rapport à l'espérance de vie moyenne. Ça sera la catégorie d'âge. Mais après, il y a d'autres paramètres qui pourront faire avec le national que ta retraite pourra baisser. Et surtout, quel taux de remplacement ça sera, parce que on sait, ça c'est pas rien, parce que les grands régimes, les grandes règles sont pas fixées. Au moment où quelqu'un va partir en retraite, quel taux de ce qu'on appelle taux de remplacement, c'est à la limite le pourcentage de ton dernier salaire. Aujourd'hui, c'est 75% pour fonctionnaires. Dans le privé, c'était pas loin de ça aussi si on prenait la complémentaire. Oui, voilà. Et là, avec le national, c'est les grandes interrogations. Les grandes interrogations. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il n'y aura pas un abondement du monde du travail, comme aujourd'hui. Question aussi, par exemple, les retraites de réversion. Est-ce que tu cotises pour toi? Les retraites de réversion, et au niveau du monde handicapé, il y a plein de questions comme ça. Donc la solidarité va disparaître, il y a beaucoup de solidarité qui vont disparaître. Mais tu as raison de le préciser et puis même de l'expliquer avec d'autres mots justement pour qu'on se comprenne bien, c'est exactement ça. Et c'est ça qui m'amène à penser que s'il n'y a plus de sous dans le pot commun, on va forcément soit baisser ta pension, soit ne plus te la verser. S'ils vont aussi loin que ce qu'ils prévoient, pourquoi pas. Donc c'est pas si génial que tu le pensais alors. Ah non, non, donc du coup tu pourras effectivement choisir quand tu pars, mais pas tant que ça, c'est une fausse liberté. On est d'accord. Donc... Et ça sera valable pour les gens qui vont prendre leur retraite après les négociations de... Alors pas exactement après la négociation des retraites, donc au printemps 2019. Macron est pas fou, il va pas mettre ça en œuvre tout de suite. Alors il prétend que c'est pour faire... la jonction, la transition avec le régime actuel, mais c'est surtout pour s'éviter les foudres, à mon avis, des gens qui ont aujourd'hui 50-55 ans. Donc moi, je pensais, quand on recherchait pour essayer de communiquer sur cette réforme des retraites, on cherchait donc à trouver un prisme, un angle de vue, et on a trouvé sur la génération sacrifiée. Donc la génération sacrifiée, c'est celle qui va arriver en 67, 68, enfin c'est à repréciser, il faudrait recalculer ça, mais il va y avoir une génération sacrifiée, c'est-à-dire celle pour laquelle, ça y est, les comptes notionnels vont s'appliquer pour elle. Donc en fait, Macron va prévoir une réforme des retraites qui va faire passer comme toute loi, mais qui ne sera applicable que dans 5 à 7 ans. Et c'est là toute la magie du truc. C'est potentiellement, il ne sera plus là. Hallucinant. C'est ça. Donc une Et génération... ça sera applicable, cette nouvelle loi, à ceux qui sont déjà partis en retraite. Non, ça ils peuvent pas. Pourront pas. La loi ne peut pas être rétroactive. A priori, ce n'est pas possible. A priori. A priori. Après, ça dépend ce qui restera dans le fond. Après, pour des circonstances exceptionnelles, les lois peuvent être rétroactives. Vichy a pris des lois rétroactives. Non, mais je veux dire par là que, par exemple, on sait tous que la France veut apporter la démocratie partout sur la Terre, au niveau international. Et on sait aussi que la guerre, c'est la santé de l'État.
La guerre, c'est la santé de l'État, et qu'au nom de l'union sacrée, au nom de la guerre pour tel ou ennemi héréditaire, voilà, la perfide Albion, les Allemands, l'Irak, l'Iran, etc. Voilà, qu'on y soit qui mal y pense complètement. Comment il y aura une légitimité à prendre des mesures d'exception. Autre aspect du compte notionnel, une des premières mesures lors du coup d'État de 73-74 de Pinochet contre Allende. Le Frente Populaire d'Allende avait mis en place un système de retraite, et Pinochet, qui était le ministre de l'Intérieur d'Allende, une des premières lois qu'il a instaurées, c'était le compte notionnel, pour casser les droits collectifs. Pourquoi? Parce que derrière tout ça, il y a aussi une idéologie qui est à l'œuvre. Il ne faut pas oublier que Macron, son maître à penser, c'est Paul Ricoeur, un des théoriciens, un des intellectuels chrétiens, et qui est dans la continuité d'un courant de pensée collaborationniste. Les gens qui étaient y compris, ça explique aussi pourquoi Macron reprend l'idée du CSE, Comité social et économique, qui a été instauré le 14 août 1943 au moment de l'instauration de la Charte du travail par Philippe Pétain. Donc c'est une instance essentiellement corporatiste qui nie la lutte des classes. C'est très clairement ce projet corporatiste qu'ils veulent mettre en œuvre avec le soutien de ces théoriciens qui ont théorisé la négation de la lutte des classes, et notamment, il y avait 3 théoriciens. Il y avait Jacques Delors, le constructeur de la construction européenne, Hubert Boeuf-Méry, le fondateur du Monde, le journal de l'extrême centre. Il y avait également un certain Emmanuel Mounier, théoricien du personnalisme. Et ces gens-là étaient déjà en place sous le régime de Vichy. C'était les cadres du régime de Vichy à Saint-Martin-du-Riage. D'accord, voilà. Donc derrière ce personnalisme qui déploie un concept qui permet de comprendre la compréhension de Charles Quint à Jacques Delors, la construction européenne, c'est la subsidiarité, l'encyclique Rerum Novarum, à savoir que tu ne pourras prétendre avoir des droits que si tu as eu une conduite personnelle. La personne, c'est pas l'individu. Les anarchistes défendent l'unicité de l'individu. La personne, tu es rattaché à une communauté de destin, une communauté immuable, un ordre social immuable, qui a été certes écorné durant la Commune de Paris, et c'est pour ça qu'on reconstruit le Sacré-Cœur, parce que les ouvriers parisiens ont blasphémé l'ordre immuable. On a une élite autoproclamée qui est la tête, et le corps social, la société, c'est un corps social, et les membres doivent rester à leur place. Les pieds, les bras, les jambes doivent continuer à travailler de manière, voilà, sans remettre en cause l'ordre des choses, l'ordre immuable des choses, l'ordre naturel des choses. Et à ce titre-là, c'est nécessaire de faire en sorte que le plus grand nombre de la population pense que ne pourront prétendre avoir des droits que ceux qui se sont achetés des indulgences ou ont été méritants. Ils vont instaurer la notion de salaire au mérite, ils vont instaurer la notion de conduite sociale. Qu'est-ce que vous avez fait, monsieur Kerksos, pour développer un cancer de la thyroïde ou de voilà. Qu'est-ce que vous avez fait? Voilà. Comment vous vous êtes comporté? Est-ce que, au regard de Dieu ou au regard de la société, est-ce que vous vous êtes bien comporté? Est-ce que vous avez eu une conduite irréprochable toute vie? On sait que l'être humain est par définition parfait, et qu'il n'a jamais d'imperfection, bien sûr. En fonction de ça, tu pourras prétendre avoir des droits ou pas. C'est-à-dire que tu seras éligible au dispositif de l'aide sociale ou pas. Voilà. Ah oui, mais tu es un enfant délinquant, et la sécurité sociale, l'ordonnance du 2 février 1945 qui instaure le primat de l'éducatif sur le répressif. Ah bah non, tu as délinqué, donc tu seras radié de... Tu seras radié de l'aide sociale à l'enfance. On a un exemple, par exemple, avec Xavier, on a un jeune Guinéen, Tiernoba, il est Guinéen. Donc là, un magistrat juge des enfants a décidé que
les Guinéens étaient tous avec des faux papiers. Il décide de manière unilatérale, sans le prouver, voilà, c'est une conviction qu'il a, etc. Donc, le Code de l'action sociale et des familles, qui est issu de l'ordonnance de création de la sécurité sociale, qui dit tout jeune mineur doit être accueilli sans condition de nationalité aucune, est battu en brèche, notamment dans une discrimination qui concerne les Guinéens, en disant non, nous récusons le droit d'accès à la protection de l'enfance parce qu'on conteste l'état de minorité, c'est les fameux tests osseux notamment, et on va faire en sorte que petit à petit, selon des catégories, tu ne rentreras plus dans les cases et tu ne seras plus éligible de plein droit. Et je pense que ce que font les anarchistes quand ils comptent toujours fédérer les luttes, c'est toujours faire en sorte qu'il y ait des droits collectifs. Aujourd'hui, beaucoup d'entre nous, on est dans des organisations confédérées. C'est sans condition de nationalité. Tu peux voter dès l'âge de 16 ans si tu es apprenti et étranger, contrairement aux élections politiques. Tu peux avoir des responsabilités syndicales. Tu peux regrouper tous les corps de métier, etc. On essaie de fédérer. Il n'y a aucune discrimination possible et envisageable. Donc, comment on peut opposer à ces attaques qui sont privatives de droits ou de droits collectifs pour aller vers le personnalisme? Moi je pense que c'est toujours la bataille du vocabulaire. Par exemple, Céline a toujours mis son brillant exposé qui est très technique, très exhaustif, qui permet de serrer les attaques subies. Elle l'employait avec beaucoup, c'est ce qui la caractérise en tant que juriste, elle emploie beaucoup de guillemets. Elle a dit les partenaires sociaux, par exemple. Non, on est au mieux des interlocuteurs sociaux. Au mieux. Voilà. Parce que Fernand Pelloutier, il a théorisé le fait qu'on ne s'assoit peut-être pas à une table qu'on souhaite renverser. Et on ne s'assoit pas sur une chaise si cette chaise est une chaise électrique. On n'y consent pas forcément. On n'y consent pas. Voilà. Donc à partir de ça, on essaye de faire différemment avec tous ceux qui ne partagent pas cette conception de la société, qui pensent que la solidarité, c'est pas un mot creux, que la solidarité intergénérationnelle, c'est pas un mot creux, que la solidarité sans frontières, c'est pas un mot creux, etc., etc., etc. Et on voit bien qu'il y a des organisations syndicales qui ont ça dans leurs origines, je pense notamment à la CGT de la Charte d'Amiens, et des organisations qui, justement, dans leur origine corporatiste et chrétienne, je pense à la CFDT, vont tout faire pour aider le gouvernement du front patronal à mettre en place la régression sociale, le CSE, la retraite notionnelle, les bons ou les mauvais immigrés, voilà, avec tous les éléments de langage qu'on a entendus depuis 40 ans, depuis Michel Rocard. On ne peut pas accueillir toute la misère du monde, même si nous sécrétons toute la misère du monde, mais ça c'est pas, il faut pas le dire. Voilà, et je pense qu'il faut voir, en tant qu'anarchiste, là où on trouve des points d'appui et là où on découvre que, il y a des individus, des sections syndicales, des individus, des délégués syndicales qui luttent seuls, et ces gens-là, peu ou prou, il faut faire en sorte qu'ils soient le moins isolés possible. Je crois qu'il y avait un militant anarchiste, prix Nobel de littérature, qui s'appelait Stig Dagerman, qui disait le devoir d'un intellectuel, notamment, c'est de briser l'isolement. Faire en sorte que, et quand on organise des gens dans une organisation comme la Fédération anarchiste ou dans une section syndicale, on tente modestement de briser l'isolement. Ça ne fait pas tout, mais c'est, je crois, je crois que, je ne sais plus quel camarade disait, Frédéric Fourban, un camarade du groupe, il disait il faut s'adresser à l'intelligence des gens, à l'intelligence des vrais gens. Et je crois que Frédéric avait raison. C'est-à-dire que si par exemple aujourd'hui la tentation, la propension est de déserter les syndicats, c'est une connerie monumentale. Les syndicats ont des... pour Malatesta, la bureaucratisation est inhérente à la naissance du syndicat, ça c'est la vision communiste libertaire de Malatesta. Mais pour d'autres, ce n'est pas nécessairement une fatalité, et c'est extrêmement important
de redire que si les dégoûtés du syndicat s'en vont, il ne restera plus que les dégoûtants. Il ne restera plus que la bureaucratie. C'est ça le risque. Et on ne dit pas que notre affaire est gagnée. C'est-à-dire qu'on doit faire le boulot en tant que militant anarchiste. On n'a pas besoin, si dans nos convictions anarchistes, on n'a pas besoin de croyances, on n'a pas besoin d'avoir des illusions pour faire le taf. Et là où la pensée anarchiste, c'est l'intelligence en action. C'est ce que disait Jean Piaget. Contrairement aux professionnels du discours que sont les politiques, des promesses électorales qui n'engagent que ceux qui y croient, les anarchistes, eux, ils s'essayent. Il y en a qui savent faire à force de s'essayer, disait Fernand Deligny. Il y en a qui savent faire à force de s'essayer. On n'a aucune assurance, on est ravagé de doutes, etc. Mais on s'essaye. Les anarchistes, dans l'histoire, se sont toujours essayés. Ce sont eux, c'est le courant de pensée qui a pris le plus de risques physiques, humains, politiques. Ils ont fourni tous les pelotons d'exécution parce qu'ils ont osé, ils ont osé, et parfois ils ont gagné. Par exemple, qui aurait parié que peu ou prou, la ZAD, la zone à défense, Notre-Dame-des-Landes, l'État allait reculer. Voilà. Ah oui, on a le sentiment, je veux rapporter juste une anecdote. On s'est battu contre la loi travail, la loi Hollande et El Khomri. On avait le sentiment qu'on avait perdu. Ce n'est pas tout à fait vrai, mes camarades. On s'est fait matraquer la gueule, brûler le cuir chevelu, taper avec des matraques, etc. Certains ont été mutilés, perdu un œil, d'autres camarades pouvaient risquer de perdre la vie. Non, on n'a pas tout perdu, mes camarades. Le fruit de notre sueur, de notre sang, a permis à ce que une bande armée surentraînée, c'est-à-dire la BAC, la police nationale, obtienne 1 000 € d'augmentation suite à la mobilisation de loi travail. C'est-à-dire ce syndicalisme armé-là, il a gagné. Mais eux, ils étaient armés. Voilà, c'est une constatation historique. Voilà, nos matraques ont permis d'obtenir une rémunération substantielle à l'égard des policiers. Il faut le rappeler peut-être. Notre combat n'a pas servi à rien. C'est des grands parents. C'est des grands parents. Voilà, non mais c'est... il faut garder ce sang-froid dans ce contexte-là, c'est extrêmement compliqué. C'est extrêmement compliqué. Effectivement, là où je vais essayer de racoler par rapport au sujet, mais là, ce que veut faire Macron et qu'on sort sur la protection sociale est dans la suite logique de tout ce qu'il applique sur tous les thèmes possibles et inimaginés. L'individualisation, l'individualisme, il veut absolument casser tout ce qui est de cadre national, de cadre de la solidarité, pour privilégier l'individualisme. Ça, on est bien d'accord. La force d'opposition, qu'est-ce qu'on peut faire face à ça? À part s'unir. S'unir, ça me paraît déjà indispensable. S'unir, se réunir et se voir. Et là où je suis d'accord avec mes camarades, c'est qu'effectivement, on n'a pas tout perdu à la loi travail, puisqu'on a fait des rencontres et on a gardé des liens, on a tissé des liens, et des liens qui sont assez solides dans le temps. Donc il y a moyen de réagir. Après, pour aller vraiment sur l'action, on était dans le cadre de la protection sociale. Je me suis posé la question, pour le cadre des retraites, mais aussi pour le chômage, le système, il est géré paritairement. Syndicat, patronat. Putain, syndicat, j'ai un pied dedans, je suis pas la seule, on est nombreux. Est-ce que c'est si difficile que ça de se réapproprier ses propres outils? Ce serait si difficile que ça d'aller à la guerre et de récupérer notre outil de protection sociale, soit de l'améliorer, comme ça au passage, en plus on agit pour toujours du bien-être quel qu'il soit, qu'il soit financier ou par des mesures d'accompagnement, etc., proposer des vraies solutions sociales, mais de se réapproprier l'outil. Si ça passe par donc évidemment écarter l'État, ça c'est certain, et si le patronat ne suit pas et pas en capacité, une gestion directe par les salariés. C'est notre salaire. Ça paraît qui récupère le pognon? C'est les URSSAF. Les URSSAF c'est qui? C'est géré paritairement. Ça paraît fou.
ça paraît pas impossible non plus. Ouais, les outils sont là, quoi. Les outils sont là. Toute la structure est là. Si on la laisse filer, on la récupérera pas. Tu parlais en fait des origines de la Sécu. En 1945, au début, c'était une gestion uniquement salariée, je crois. Non, en 3/4. En 3/4. 3/4 salariés. Le PC avait laissé les mains à la CGT pour organiser le conseil d'administration et décliner dans les différentes structures à l'époque régionales et puis locales. Donc en fait les décisions étaient prises aux 3/4 par les salariés en fait. Bien sûr. De gestion. Et de donc, gestion, ouais. De gestion. Mais en termes de cotisation, salariés comme patronat, ils cotisaient à quel niveau en fait à l'époque et maintenant? Les proportions Ça dépend, en fait, ça dépend des branches déjà, parce qu'on ne cotise pas exactement pareil. Par exemple, le salarié peut cotiser 6% et le patron 3%, et à l'inverse, dans d'autres branches comme l'accident du travail, maladie professionnelle, ça peut être l'inverse, le patron peut cotiser plus. Mais cet ensemble de cotisations, avant, couvrait, c'est ce que je disais, en 1990, 88% des recettes, c'était des cotisations. Par les exonérations patronales, parce qu'ils n'ont jamais touché à nos cotisations salariales. C'est jamais arrivé jusqu'à Sarkozy. Exonération des heures sup. Enfin, la loi TEPA, moi, c'est ce qui me parle. Il y a peut-être eu des choses avant, hein, mais encore une fois, je suis revenue sur ma petite vie politique de mes années de vie. Mais les exonérations employeurs ont fait qu'il y a une baisse des cotisations à rentrer. Et puis maintenant, le truc, c'est le pouvoir d'achat. Je vais donner du pouvoir d'achat aux salariés, je vais leur faire des exonérations de cotisations salariales. Mais tu ne crois pas que on n'est pas du tout dans la même situation, parce que quand la sécurité sociale a été montée, disons, pas tous, mais une bonne partie des patrons français étaient du côté de l'ennemi, c'est-à-dire du côté hitlérien, et qui a perdu. Alors que les syndicats étaient représentés principalement par les communistes, et j'allais dire par les cheminots. Et donc, c'était une force qui... Ils sont arrivés, ils ont perdu quand même des copains, les cheminots, hein, ils ont sauté sur les rails, hein, pas mal. Ils avaient quand même une image de vouloir faire quelque chose pour lequel on avait... Enfin, j'étais pas né, hein, on avait envie de se battre. Alors que maintenant... Je sais pas, moi, quand tu vois un gosse qui court après Neymar sur une pelouse de foot, tu te dis, mais on est revenu au temps des gladiateurs. Quoi. Encore, ils sont bien payés, les gladiateurs. C'est plus du tout le... Oui, c'est ça. Paname et sur Saint-Cesse. Et il y a quand même la complexité aujourd'hui de tout ce système. Quand on parle de la protection sociale, j'ai poussé un peu pour CGT, hein. Je crois que c'est 700 et quelques milliards. C'est les derniers chiffres de la DR2. C'est 700 milliards. Sur ces 700 milliards, il y a 100 milliards de gestion et il y a 91 milliards, disons qu'on va... 91, 700 milliards, moi, le reste, il y a 91% qui va être reversé en prestations sociales. Mais sur ces 14%, la sécurité sociale, c'est qu'une partie. Aujourd'hui, vous avez des administrations, il y a des départements et qui distribuent l'aide par exemple aux personnes âgées, c'est pas la sécurité départementale, c'est pas la sécurité sociale. On voit que dans ce budget global, la sécurité sociale, c'est cadré, je crois qu'il y a des décisions intégrées, le logement, les personnes en déshérent, ces budgets, c'est pas la sécurité sociale, mais c'est la protection sociale. Donc on voit dans la protection sociale, la sécurité sociale, c'est une partie. Et maintenant, il y a un autre côté, c'est le financement de la sécurité. Le financement, au départ, c'était les cotisations. Maintenant, la part des cotisations, si on prend la CSG, si on prend ce que donne un département, c'est par les impôts locaux qui le donnent. Donc on voit que globalement, les cotisations ne représentent plus qu'une part, 61, je n'ai pas le chiffre exact, qu'une part qui représente... Il y a 60%, je crois, de la participation de la population à l'aide sociale. À l'aide sociale, voilà. Alors il y a tout ça. Le vrai débat, c'est se réapproprier dans la sécurité sociale. Voilà, toutes ces actions, tous ces secteurs de la protection sociale, et la soustraire à l'impôt. Bien sûr. C'est de récupérer notre salaire différé. Parce qu'un impôt, c'est une somme qui est versée,
mais qui n'engage aucun droit. Tandis qu'une cotisation, quand tu as une cotisation d'un système social, par la cotisation, et je pense que l'étatisation, ce qu'ils veulent faire, c'est quand même, il y a de plus en plus... Ils veulent décorréler la cotisation des droits qui sont ouverts et à la limite, cotisation. Ça serait Pour mieux privatiser dans un... Oui, c'est ça. Après, pour débiter... c'est un système Beveridge, je sais pas quoi. Beveridge. Voilà, c'est ça. Ouais,